Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, notre émission suit l'actualité. Je donne la parole à Pierre Rioux qui nous parle du festival de théâtre amateur qui a lieu les 7, 8 et 9 octobre. Ensuite, je m'entretiens avec Marie Bazir qui fait un premier bilan de cette belle exposition Le Vent au musée André Malraux. Je diffuse une petite intervention qui a eu lieu lors des Journées du patrimoine de Clémence Ducroix sur l'histoire des musées avant le MUMA. Et enfin, ce sera la deuxième partie de l'Instant Ciné avec Corinne Saunier à propos de Wes Anderson. Pierre Rioux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici en tant que membre du conseil d'administration du Festival Estuaire en Seine. Il s'agit de la 29e édition qui va avoir lieu là, très bientôt. Oui, le 7 octobre, le 8 octobre et le 9 octobre au Petit Théâtre du Havre. Voilà, comme d'habitude, au Petit Théâtre. Au Petit Théâtre depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est ça. Grâce à la ville du Havre qui apporte tout son concours à la réalisation de ce festival, puisqu'il fournit la ville fournit les équipes techniques et tout le plateau est prêt voilà. Grâce à la ville. On rappelle que l'initiatrice est Ghislaine Chastanet. C'est elle la présidente de l'association, effectivement. Une association qui a pris des décisions importantes, puisque nous avons un peu changé l'orientation du festival depuis maintenant 2 ans. Nous ne faisons plus la sélection nationale pour qui avait lieu à Tours. À Tours. Oui. Donc nous avons arrêté, ce qui nous a libérés de contraintes importantes, puisque maintenant nous pouvons avoir des one-man shows, nous pouvons avoir des troupes professionnelles et nous avons aussi la possibilité de voir des spectacles qui sont hors région normande, puisque auparavant on se contentait de différents spectacles qui représentaient toutes les troupes de la Normandie. Aujourd'hui, nous allons pêcher un petit peu ailleurs, puisque le dernier spectacle de ce festival, c'est une troupe de la région parisienne. Oui, voilà, il s'agit d'Hôtel Dracula à 17h le dimanche. Tout à fait. Oui. Alors on peut essayer de faire un petit tour des différents spectacles. Oui, tout à fait. Parce que nous avons vraiment des propositions qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Puisque le vendredi soir 7 octobre à 20h, c'est La Puce à l'oreille de Feydeau, montée de façon très classique, avec un rythme extraordinaire, une vivacité indispensable pour un Feydeau, mais là qui se trouve bien présente. Le samedi, nous commençons par les Havrais du Montaudre-Arlequin avec un spectacle qui s'appelle Nos femmes. C'est à 14h. C'est à 14h. Et c'est évidemment des histoires autour des femmes racontées par des hommes. Il paraît que je ne l'ai pas vu celui-là, il paraît que ça vaut le déplacement. À 17h, le samedi 8, le Petit Maître Corrigé, qui est un Marivaux, mais ce Marivaux-là est très particulier et passionnant. Ah. D'abord parce que ce sont des jeunes qui ont monté ce spectacle, ce sont des gens de Cherbourg, qui ont tous une vingtaine d'années, une pêche d'enfer. Oui. Et en plus, ils ont une vision de Marivaux qui peut être extrêmement moderniste, puisque vous y verrez des gens particulièrement déguisés, des gens à contre-emploi, et un rythme extraordinaire, effréné. Oui, ça fait envie. Ça fait envie. Absolument. Je vous conseille vivement ce spectacle. Oui. Mais je saurais aussi vous conseiller le Scoop de 20h. Oui. Là, c'est du théâtre contemporain, mais traité de façon très classique, sur les thèmes autour du journalisme, de la prise de vue photographique du journalisme, etc., etc., les contraintes des journalistes d'aujourd'hui. Mais c'est passionnant. C'est un texte de Marc Fayet. C'est ça. Oui. Alors, le dimanche matin, nous avons décidé de supprimer
le spectacle. Avant, nous avions 7 spectacles. C'est vrai. Maintenant, nous n'en avons plus que 6. Et nous commencerons donc à 14h30 par Au creux de mon ventre. Au creux de mon ventre, c'est un spectacle d'une jeune professionnelle rouennaise qui se déguise en clown et qui fait un travail, non pas de clown pour enfants, mais un travail de clown pour adultes, car le spectacle est plutôt déconseillé aux moins de 16 ans. Le thème Au creux de mon ventre, on imagine très bien de quoi on va pouvoir parler. Il s'agit d'Aurélie Thérin. Aurélie Thérin, tout à fait. Voilà. Alors, il y a toujours un débat. Oui, un débat, nous avons 2 intermèdes, donc à 19h le samedi, un intermède musical, et le débat du dimanche aura lieu à 16h, et ça sera évidemment, comme d'habitude, une rencontre entre metteurs en scène public et troupe, où chaque metteur en scène pourra parler de ses difficultés de théâtre amateur, mais aussi, là, nous aurons un metteur en scène professionnel, donc on aura une confrontation extrêmement intéressante entre pratique professionnelle et pratique amateur. Ah, tout à fait. Tout à Voilà. fait. Oui. Alors, voilà de quoi nous donner envie de retrouver le chemin des salles. Absolument. Oui. Surtout que le prix des places est tout à fait raisonnable. Voilà. Le spectacle, enfin chaque spectacle est à 7 €, et si vous venez prendre un abonnement, c'est 20 €. Les abonnements sont disponibles au Petit Théâtre, aux heures d'ouverture du Petit Théâtre. Voilà. Puis je crois qu'on peut aussi aller à la Galerne pour prendre des places. Ah non, La non, Galerne, non. non. La Galerne va nous remettre les prix. Ah, voilà. Il y aura 2 prix qui Pardon. seront remis à la Oui. fois par la ville du Havre Oui. et par la Galerne. D'accord, c'est Voilà. ça. Oui, oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Rioux. Et puis, rendez-vous donc le 7 octobre à 20h. 7 octobre, 20h. Merci beaucoup. Marie Bazir, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes responsable des publics du MUMA. c'est ça. Vous avez aussi en charge, je crois, le numérique. Oui, une partie de médiation numérique et de communication numérique, en effet. Voilà. Et j'aurais voulu voir avec vous, faire un petit point sur cette belle exposition que vous aviez organisée au MUMA avec Annette Audiquet, Jacqueline Salmon, plus, Jean-Christian Fleury, le 3e co-commissaire de cette expo, voilà, sur le vent, le vent. cela que l'on ne peut pas peindre. Alors, c'est pas tout à fait ça, Non. c'est le vent, cela qui ne peut être peint. Qui ne peut être peint. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait tirer, c'est pas un enseignement, non, mais est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette exposition? Je crois que beaucoup d'auditeurs l'ont vue et on serait content, je crois, de revenir un peu dessus. Bah, avec plaisir. Je pense que c'est une exposition qui marche bien. Voilà, on est à plus de 40 000 visiteurs à ce jour. C'est-à-dire, c'est beaucoup, vous pouvez comparer avec d'autres. Alors c'est difficile de comparer compte tenu de la situation qu'on a tous traversée avec cette pandémie qui a suspendu les activités culturelles pour beaucoup. Mais Oui. je trouve que, et notamment ce week-end des Journées du patrimoine qui vient de se dérouler, nous donne plutôt un bon signe. Et de retrouver ce musée vivant comme on a pu le vivre en effet avant la pandémie, c'est un réel plaisir, et je pense que ce thème du vent a, peut-être grâce au bouche à oreille aussi, fait son œuvre petit à petit avec un démarrage qui a été tranquille, et puis un très bel été derrière, et je vous cache pas que y a encore la queue le matin à l'ouverture, et que voilà. Oui, les Journées du patrimoine ont été très, très attirantes. Oui, elles ont été très fréquentées, beaucoup plus que l'année dernière, beaucoup plus que l'année d'avant, et même beaucoup plus que certaines années de ce monde d'avant. Donc on est plutôt content de voir ce vent faire revivre ce beau musée. Il faut dire que vous explorez un petit peu ce concept-là, parce qu'avant vous avez fait quelque chose sur la vague, il me semble me souvenir. Alors je pense que c'est l'histoire de la façon dont Annette Audiquet, la directrice du musée, construit sa programmation. Ce musée, il est ouvert sur l'extérieur, il est ouvert sur l'environnement. Il y a une espèce de porosité entre l'intérieur et l'extérieur qui est très forte et qui est présente aussi dans les œuvres que
qui font partie des collections du MUMA. Tous ces paysages, toutes ces vues de mer, toutes ces, voilà, ces toiles peintes sur le vif, comme on dit. Et donc, je pense que ça a dessiné une espèce de fil conducteur qui a motivé le fait de concevoir des expositions autour de ces éléments. En effet, il y a eu la vague, il y a eu les nuages aussi. Les nuages. Il y a eu la mer, mais sous l'eau, avec Nez de l'écume et des rêves il y a quelques années. Et puis le vent aujourd'hui. C'est vrai que on a une espèce de fil conducteur là, oui, qui s'est construit au fur et à mesure des années. Et Annette Audiquet parle de cette exposition sur le vent comme peut-être l'ultime chapitre de cette réflexion sur ces éléments qui nous entourent et qu'on perçoit en fait de l'intérieur du musée, à la fois du paysage qui nous entoure, mais aussi dans les toiles. Oui, d'où vient cette idée de faire une exposition sur le vent? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand une idée d'exposition émerge. Mais Annette Audiquet raconte que, d'abord, il y a ces éléments très fortement présents autour de nous. On est, Le Havre, une ville portuaire qui vit au rythme du vent, nécessairement. Et puis, il y a aussi, je crois, pour elle, beaucoup la rencontre avec une artiste qui est présente dans l'exposition, qui est co-commissaire de l'exposition, qui est Jacqueline Salmon. Oui, dont on a déjà vu des œuvres. Et en fait, le MUMA a présenté une exposition du travail de Jacqueline Salmon il y a quelques années. Oui. Et les échanges entre elles deux ont nourri, en fait, cette question du vent qui, je pense, du coup, est devenue une question qui était peut-être d'abord celle de Jacqueline dans ses œuvres, puisqu'elle elle a tout un système de représentation du vent très, très particulier. Mais voilà, au-delà de cette rencontre, c'est devenu un thème possible sur lequel travailler. Et elles y ont travaillé avec Jean-Christian Fleury, qui est critique d'art par ailleurs, et qui a amené lui aussi ses références, sa réflexion. Et je pense que cette histoire de rencontre, elle a sans doute déclenché quelque chose. Oui, parce qu'en fait, c'est un challenge. Ce qui ne peut être pas... faire une exposition sur le vent invisible, c'est un défi. C'est l'ultime défi. La vague, on peut en dessiner les contours éventuellement, le nuage également. Le vent, on ne peut pas. Il est là sans être là. Et en effet, dans un lieu d'art visuel, parler de ce qui n'est pas visuel, peut-être de ce qui est le moins, c'est en effet, un ultime défi. Et l'idée, c'était de voir comment les artistes répondent encore à ce défi, parce que ce n'est pas un élément visuel qu'on ne peut pas en parler. La littérature s'en est emparée, pourquoi pas les artistes visuels, et en fait on se rend compte grâce à cette exposition que qu'ils ont trouvé des manières pour montrer cet invisible, pour le raconter, pour le décrire, le faire vivre. Oui. Alors vous nous faites faire un parcours prodigieux, en fait, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et même, vous aiguisez peut-être notre réflexion aussi sur l'appréhension de la nature, puisque on est assez frappé de voir que dans l'Antiquité, on représente des dieux joufflus qui soufflent. Et on se demande, mais est-ce qu'ils regardaient, ils n'ont pas vu les mêmes choses, évidemment, que nos impressionnistes ou même les Japonais sur les estampes que vous montrez, Hokusai et Hiroshige. Bref, on se pose des questions. On est tout à fait étonné de voir cette évolution petit à petit amenée par l'histoire, par évidemment aussi les sciences et techniques, les progrès. Cette exposition, elle a de fascinant de montrer en effet que les artistes ont cherché des moyens pour représenter le vent, qui ont évolué dans le temps, et ces recherches, elles nous interrogent en fait sur notre propre relation à cet élément, et je crois plus largement sur notre relation au monde, ou en tout cas au paysage. Oui. Moi j'ai en effet, on passe de l'Antiquité avec ces vents qui sont incarnés, qui prennent les traits
d'une figure humaine puisqu'ils sont invisibles, on les fait personnages pour qu'ils deviennent visibles, jusqu'à des manières beaucoup plus conceptuelles ou sensibles de représenter le vent. Je pense à Jeff Wall et à cette installation dont les feuilles pourraient se soulever avec un courant d'air. Oui, le parallèle avec l'estampe de Hokusai, oui, est très fort. Et en fait, autant les Grecs que Jeff Wall nous racontent un rapport à la nature. Les Grecs investissaient la nature au travers des dieux auxquels ils croyaient. Et Jeff Wall investit cette question de la nature et du vent au prisme des questionnements beaucoup plus contemporains sur notamment la question environnementale et écologique et les effets de la société dans laquelle on vit sur cette nature et cet environnement. Oui. Et puis c'est aussi l'idée que en fait on peut s'intéresser au paysage pour lui-même, c'est pas seulement un décor de notre activité, c'est pas seulement un décor de notre vie. Oui. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant pour lui-même et comment est-ce qu'on interagit avec lui. Ce qui m'a frappé, c'est que à l'issue de la visite, pour les quelques retours que j'ai pu avoir, c'est que on a tous des histoires de vent en fait, et que cette expo elle fait ressurgir ces histoires de vent, et que ces histoires de vent par ricochet elles permettent de comprendre telle ou telle œuvre ou de s'interroger sur ce qu'on en fait de ce vent au quotidien. Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il nous embête? Est-ce qu'on s'en sert? Et je crois que cette expo, avec tout ce parcours qui va très loin dans l'histoire et à la fois qui vient jusqu'à aujourd'hui, parce que vraiment il y a des œuvres contemporaines dans l'expo, tout ce parcours permet ça, de s'interroger sur ce souffle et chacun à sa manière finalement. Oui, c'est ça. Alors parce que vous montrez beaucoup de peintres qui s'intéressent aux effets du vent. Alors tout ce qui s'envole, les arbres, les voiles des bateaux, les jupes des femmes, les chapeaux des hommes. Et puis petit à petit, on en vient, comme vous dites, à s'intéresser au vent en lui-même. Oui, il ne peut pas être peint, mais est-ce qu'on peut pas reproduire ses effets ou pour une part en tout cas, et est-ce qu'on ne peut pas trouver une manière de restituer sa matérialité? Le vent, il est invisible, mais il n'est pas immatériel, on le sent sur la peau, il nous rafraîchit, il nous réchauffe selon d'où il vient, et il fait bouger les choses autour de nous. Et donc du coup, les artistes se sont intéressés à la manière dont ils allaient pouvoir traduire ça, cette vibration en fait. Et c'est vrai qu'après avoir investi une histoire de l'art qui montre sous des traits humains le vent, puis ses effets, l'arbre cassé en effet, la vague qui gonfle, etc. L'expo, elle montre des travaux d'artistes qui ont cherché à traduire par leurs propres outils l'épaisseur de la peinture, une vidéo qui défile plus ou moins lentement ou rapidement. Ils ont cherché à traduire cette vibration en fait du vent, ce temps aussi qu'est le vent. Le vent, c'est un déplacement d'une masse d'air, donc c'est aussi du temps. Et voilà, plus on avance dans cette histoire, plus on voit des artistes qui vont chercher dans la matière vent quelque chose qu'ils pourraient utiliser pour le raconter. Oui. Pas le montrer, mais le raconter. Oui, vous montrez un des premiers films des Frères Lumière, là, le repas de bébé. Et alors, effectivement, on sait que ce qui a stupéfait les spectateurs, c'était pas tellement bébé et ses parents qui l'entourent, mais c'était plutôt le feuillage qui bougeait derrière, agité par le vent. Et ça, c'était extraordinaire pour les spectateurs. Ouais, cette exposition, elle raconte aussi notre rapport à l'image. L'image, jusqu'à l'invention du cinéma, c'est une image qui ne bouge pas. Oui. Et à partir de l'arrivée du cinéma, elle montre, on croit en tout cas que cette image en mouvement, elle montre le monde tel qu'il est.
Et c'est une surprise, finalement, de voir que cette image, elle bouge aussi à l'image du monde qui nous entoure. Et oui, c'est une expérience visuelle nouvelle pour les spectateurs de l'époque. Les spectateurs de l'entrée en gare du train à La Ciotat des mêmes Frères Lumière, pour les premiers, se sont jetés sous les sièges par peur de ce train qui arrivait. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce qu'on est aujourd'hui abreuvé d'images, qu'on sait les lire, qu'on sait les regarder, qu'on sait les interpréter, quoique. Mais en tout cas, il faut essayer de se mettre dans la peau de ces gens de la fin du 19e. C'était une surprise totale de se dire que cette image, elle pouvait bouger. Oui, oui, oui. Et ce vent, du coup, il permet à ces gens, à ces spectateurs qui sont en train de devenir des amateurs d'images en mouvement, permet de se rendre compte que cette image, elle traduit bien plus qu'une image fixe, ou en tout cas différemment, des éléments qui sont des éléments en mouvement, qui sont des éléments qui évoluent dans le temps, qui sont des éléments qui ont une matérialité très, très particulière. Il me semble que les peintres aussi ont quand même essayé de répondre à ce défi, comment traduire le mouvement. Je pense aux toiles de Turner, par exemple. Alors chez Turner, il y a cette espèce de mouvement circulaire qui est incessant et qui pourrait renvoyer au souffle du vent. Il y a la touche chez Monet qui est parfois en forme de virgule et donne une espèce de dynamique comme ça à la toile qui la fait vibrer et qui raconte le vent aussi. Il y a la transparence des toiles chez Boudin. Cette espèce de chose absolument aérienne qui transparaît de ces études ou de ces toiles dont on aperçoit finalement la matière brute, le coton, cette toile qui n'est pas entièrement recouverte de matière. D'un coup, elle laisse place à une transparence qui pourrait être celle de l'air. Enfin, chacun a utilisé des moyens qui étaient les siens propres finalement, et c'est passionnant de voir toutes ces expériences et la diversité de ces expériences. L'affiche que vous avez présentée là pour l'exposition, c'est Zéphyr qui caresse. Racontez-moi un peu cette affiche-là. Alors là, c'est pas l'œuvre sur laquelle je suis la plus. Non, mais je plus voudrais à l'aise, simplement remarquer que c'est une représentation du plaisir d'être caressé par la brise. Mais parce que ce vent, il a une incidence sur nous. Il nous contraint quand il est trop fort ou quand il amène la pluie. Il peut être drôle aussi quand il soulève les jupons de ces dames qu'on voit dans les gravures du 19e siècle. Et en effet, il peut être aussi sensuel. Et je crois que le choix de cette œuvre, il raconte ça. Il est à la fois sensible et sensuel. Il y a, je pense, une dimension qui n'est pas seulement celle de la contrainte, qui est celle de la douceur aussi, par exemple, et qu'on ressent très bien dans cette œuvre de François Gérard. Ah oui, tout à fait. Oui. Et j'ai trouvé que c'était un choix étonnant, parce qu'il y a beaucoup de tableaux qui représentent des naufrages, par exemple, des tornades, des ouragans. Mais là, c'est une douceur sur le visage de cette femme. Et d'ailleurs, il y a peu de vent, son voile vole à peine. Mais alors, le plaisir dont on soupçonne qu'elle en jouit particulièrement, c'est très joli. Très, très joli. Oui, je pense que ça fait partie de cet ensemble de réflexion. Le vent, il est aussi, si on continue dans cette direction, il est aussi pollinisateur, il est aussi fertile, il est aussi l'occasion d'une circulation. Alors ça peut être une circulation d'idées, ça peut être une circulation de pollen, que sais-je, et puis ça peut être aussi une espèce d'incarnation d'un lien aussi entre les êtres humains. Moi, j'aime particulièrement la série
de Bertrand Lavier, de ces rideaux qui se soulèvent et qui racontent aussi Oh oui, une espèce de quotidien comme sur ça. des petites plaques de verre. Voilà, Ah, c'est magnifique. très léger, Oui, très doux et en même temps qui parle à chacun en fait, qui C'est ça. crée ce lien d'un C'est humain à ça. l'autre. Alors oui, avec Oui. le Flore et Zéphyr, il y a cette oui, dimension érotique qui n'est Oui. pas forcément qui Oui. a pas du tout même chez Lavier, oui. mais on est dans la vie quoi, on est dans Oui, oui, dans le quotidien. Quelqu'un m'a dit, je ne pourrais plus regarder du linge qui sèche dehors de la même façon. Et ça, je trouve ça prodigieux qu'une exposition change notre regard sur la réalité. On a plusieurs visiteurs qui nous disent, si on les recroise, parce que certains reviennent voir l'exposition, certains nous disent depuis que j'ai vu l'exposition, j'arrête pas de penser au vent. Oui, Ou j'y pense tout le temps, ou j'y pense différemment. oui, Et si une exposition peut provoquer ça, c'est incroyable. Et alors pour nous qui sommes les pieds dedans depuis des mois à la préparer et puis à la présenter, je vous raconte pas les faits. Le moindre sujet venteux devient évidemment oui. une espèce de chose comme ça incroyable. Et oui, ça, je pense que cet effet que nous on ressent fortement parce qu'on a le sujet à cœur depuis des mois.